Nous sommes avec Jean-Marc Blanc, directeur de la fondation I2ML. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et présenter I2ML? Oui, donc Jean-Marc Blanc, alors, je suis un individu fréquentable, je pense, de la silver economy, qui a un parcours un petit peu atypique, hein, puisque j'ai eu une première vie d'infirmier, puis une deuxième vie de directeur d'EHPAD, tout ça représentant une trentaine d'années, et qu'ensuite j'ai pu, en passant par les fourches de Sciences Po, m'intéresser à la silver economy et occuper aujourd'hui ce poste donc de directeur de la fondation I2ML, qui a une double particularité, c'est d'être une fondation partenariale appuyée sur une université, l'université de Nîmes, donc qui a son usage, si tu veux, les outils de la recherche appliquée et l'efficacité, en tout cas la rigueur méthodologique du monde universitaire, tout en ayant un accès marché très fort, qui fait que du coup, le temps du marché est connu. Et cette fondation, bien son cœur de métier, c'est le vieillissement. Donc le vieillissement dans tous ses états, la personne âgée enfin en tout cas la personne dans son parcours. Du coup, qui va du très jeune senior, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que les choses se préparent à partir de la cinquantaine, hein, c'est une réalité de toute façon, même si elle est difficile à entendre quand on a 50 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Et pour cela, si tu veux, on réunit un certain nombre d'expertises qui vont être des expertises sur des sujets ciblés, par exemple la nutrition, qui vont être des expertises sur le bâtiment, sur les nouvelles technologies. Et pour ça, on a deux ingénieurs des mines, dont l'un est docteur en informatique, spécialiste des ces ambiances intelligentes. Et puis surtout, la fondation, c'est un living lab. Alors, un living lab, on a tendance à penser que c'est un lieu physique, ce qui est effectivement notre cas, mais c'est aussi surtout une méthodologie. Et cette méthodologie, bien sûr, elle se dématérialise et elle est à ce moment-là, on peut la mettre en place dans la rue, auprès des aînés, dans un EHPAD, une résidence-service. Et pour arriver, si tu veux, à mettre en place l'usage, l'analyser, le comprendre, guider, co-construire avec les personnes, eh bien là, on a une équipe de docteurs en psychologie qui mettent en avant ce qu'on appelle la psychologie sociale. Donc, c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse aux habitus des individus, à leur interaction avec la société. Et nous, donc, on a un docteur en psychologie sociale spécialiste de l'évaluation de la qualité de vie de la personne âgée et des docteurs en psychologie cognitive, psychologie environnementale, psychologie du travail. Donc voilà, cet ensemble pluridisciplinaire a la particularité de travailler systématiquement ensemble et tout le monde concourt, en fait, si tu veux, à la réalisation d'un projet. D'accord. Est-ce que tu peux donner des exemples de travaux que vous avez menés pour qu'on comprenne bien? Oui, je peux t'en donner en exemple deux, par exemple, qui sont un peu emblématiques du prisme, parce qu'il est relativement large sur lequel on peut intervenir. Le premier est un projet qui est conduit par la CNAV avec le soutien du Gérontopole de Toulouse qui s'appelle NACRE, que nous avons co-construit avec ces deux partenaires. Ce projet NACRE s'intéresse aux seniors nouvellement retraités avec une cible du senior de 68 ans précaire. L'idée, c'est de revoir aujourd'hui quels sont ses besoins, quel est son parcours et comment les outils de la CNAV et donc des CARSAT en région doivent aujourd'hui s'adapter pour accompagner la personne jusqu'au bout de sa vie. Et plus du coup que dans l'assistance avec les nouveaux seniors, y compris précaires, on sait qu'on est plutôt dans une sorte de pacte co-signé. Et donc là, c'est une belle étude sur 2 ans dans laquelle on va aller rencontrer non seulement les CARSAT et les évaluatrices qui interviennent auprès des personnes, mais les personnes elles-mêmes pour leur demander qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2020, avoir 68 ans, être un jeune retraité, quels sont les besoins, quels sont les habitus, quelles sont les techniques de santé. Donc, Et donc, ça va être un projet plutôt public, si tu veux. ok. Donc là, c'est adapter adapter les services de la CNAV qui existent déjà, des services existants, à des nouvelles générations de jeunes seniors. Exactement. Et on va être plutôt sur l'adaptation d'une offre de service. Le deuxième exemple que je peux te prendre, mais je ne peux pas citer par contre le porteur de projet, c'est un projet privé
d'une entreprise qui fait énormément d'agroalimentaire, dont une partie est destinée aux seniors et qui lance un produit qui a du mal à trouver son marché, alors qu'il est très ciblé senior. Ça va être par exemple une alimentation enrichie. En décryptant avec le client, on se rend compte qu'en fait, ce complément alimentaire enrichi que tu peux facilement faire est diffusé en pharmacie avec une publicité, on va dire, avec un soutien marketing très ciblé sur le senior lui-même. D'accord. Et bien là, du coup, comme il y a du mal à trouver le marché, on va essayer de reprendre à la base et de se poser des questions. Est-ce qu'un senior, par exemple, a envie de trouver de l'alimentaire construit, fini, à la pharmacie? Est-ce que surtout, si le senior est dans un tel état qu'il est obligé d'avoir une partie de son alimentation en pharmacie, est-ce que c'est vraiment lui le tiers à Ouais, convaincre? Ou d'accord. est-ce que c'est l'auxiliaire de vie ou la famille? Et donc là, ben, pour le coup, on va se reposer complètement la question de la chaîne. Et là, on va plus être autour du produit. Donc, si tu veux, on va intervenir, alors, ce ne sont que deux exemples, hein, mais rien que sur l'année 2019, par exemple, on a brassé une quarantaine de projets. Mais globalement, ça va être soit des projets au profit de services et de collectivités publiques ou d'entités publiques ou parapubliques, ou bien de la réflexion autour du produit, soit de l'idéation, soit de la réévaluation après, si le produit a du mal à trouver son marché, avec des partenaires privés. D'accord. C'est-à-dire que et si je suis un chef d'entreprise qui a juste une idée, est-ce que, je peux bénéficier de vos services? Alors c'est à la limite le meilleur moment pour en bénéficier. Parce que souvent, les chefs d'entreprise nous disent, on se demande comment rencontrer les seniors. Et en fait, ce n'est pas difficile de rencontrer les seniors. Et surtout, c'est bien mieux de les rencontrer dès que tu as ton idée, plutôt que de les avoir en retour client une fois que ton produit a été lancé et éventuellement a eu du mal à rencontrer son marché. Euh, Là où on va se distinguer, nous, si tu veux, d'un panel marketing, c'est que on ne prend pas, on travaille avec des boîtes qui ont un même panel senior auquel ils s'adressent systématiquement. Nous, on va essayer plutôt de multiplier les panels et d'aller un coup sur le territoire, un territoire rural, un coup sur un territoire de montagne, un coup sur un territoire très urbain, pour rencontrer des seniors en fait un petit peu en fonction de la cible client que nous aura dessiné le service marketing. Mais on va là tout de suite, enfin en tout cas là pour le coup, si on est sur l'idéation, le public que vise idéalement le client. Et on va D'accord, aller avec lui, on va être dans des conditions particulières, hein, puisque soit on va le faire dans notre Living Lab, soit on va mettre en place une partie Living Lab, c'est-à-dire que le porteur pourra assister à l'ensemble des entretiens, mais sans être présent physiquement. d'accord, Et donc, l'idéation sera menée par les docteurs en psychologie qui vont s'en emparer, qui vont expliquer l'idée. L'idée va être discutée, tout est enregistré, filmé. Et le porteur, lui, va entendre les réactions, parce que les réactions ne sont pas toujours bonnes. Et comme tu le sais, quand on est un porteur avec une idée qui est chère, eh ben, on se sent passionné, on a envie de convaincre. Et souvent, les seniors, ben, quand on essaie de les convaincre, ils disent oui pour faire plaisir. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils disent oui s'ils pensent oui et qu'ils disent non s'ils pensent non. bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Pour faire appel à à ce genre de service de Living Lab, les budgets, c'est quel montant, généralement, en moyenne? Ben, généralement, il faut se dire qu'à peu près en temps, hein, une journée homme d'un docteur en psychologie ou d'un docteur en informatique, ça vaut entre 800 et 1000 euros. D'accord, Donc ensuite, c'est cette extrapolation, si tu veux, que l'on va accompagner sur le projet. Si c'est un projet d'une journée sur un Living Lab à Nîmes fixe ou dans un endroit fixe avec juste un petit groupe de personnes qu'il faut dédommager, ça va être un projet entre 1000 et 3000 euros. d'accord, Si on est sur un projet qui demande et qui nécessite qu'on se déplace dans différentes villes ou dans différents EHPAD, qu'on mette en place des groupes de personnes âgées, des groupes d'aidants, des groupes de salariés, eh bien, là, ça va coûter, évidemment, on va monter autour de 10-15 000. Après, les grands projets peuvent aller à plus de 100 000, 300 000 euros. Ce qui est intéressant avec les fondations, c'est qu'elles sont éligibles aux dons, donc au mécénat.
ou au crédit impôt recherche, ce qui fait que ça crée des packages qui peuvent comme ça être plus intéressants pour pouvoir défiscaliser en fait l'apport qu'on fait à la fondation. Dans ces cas-là, on va mécéner un groupement d'intérêts, c'est-à-dire par exemple la manière de s'alimenter des seniors de 60 ans, plus qu'un projet particulier. Et derrière, eh bien, comme il y a de la publication, on va pouvoir quand même en prendre la substance. Mais en fait, si tu veux, ce qui me semble moins important dans un projet et dont n'ont pas souvent conscience les porteurs, en particulier chez les personnes âgées, et tu le sais, c'est que selon l'âge de la personne, quand le senior est très jeune, il est concerné en premier lieu. Quand le senior commence à prendre de l'âge, il est concerné et sa famille est concernée. Et plus il va vieillir, plus les tiers vont être importants. Et que donc, quand on a un produit pour une personne que l'on espère un public finalement acheteur très âgé, si dans la boucle, même à partir de l'idéation, on ne met que les personnes finales, eh bien, il manque un élément de la brique. Il faut savoir mettre les personnes finales, il faut savoir mettre les aidants, il faut savoir dedans mettre les aidants professionnels, voire même s'il y a un EHPAD, toute la chaîne des professionnels. Et ça, c'est souvent aussi quelque chose qui est compliqué à décrypter. Je vais te donner un tout petit exemple. On avait travaillé autour d'une nappe qui est très intéressante, qui s'appelle Oscar, qui est une nappe qui se pose sur un lit qui est développé par Winker. C'est une nappe qui est intelligente et qui peut donner un très grand nombre d'informations sur le sommeil et les attitudes de la personne pendant la nuit. Quand Winker nous a proposé d'étudier cette nappe, on lui a conseillé de mettre dans le schéma des personnes à interroger les lingères. Et au début, ils n'ont pas très bien compris pourquoi. Pourquoi les lingères d'EHPAD, puisque ce ne sont pas elles ni qui achètent, ni qui installent, ni qui suivent le sommeil des personnes. Sauf que ce sont elles qui lavent tous ces produits-là. Et donc, si tu veux, on s'est très vite rendu compte que les températures auxquelles la nappe pouvait être lavée et les températures que les lingères utilisent pour laver les nappes étaient vraiment très différentes et ça aurait pu saboter le produit tout de suite. Donc, l'intelligence, elle est souvent là. Quand on parle, par exemple, de téléassistance, eh bien, il faut savoir qui maintient l'appareil, qui le recharge, qui le branche, qui l'éteint. Si on ne pense pas qu'au-delà des infirmières, l'homme d'entretien est dans la boucle, eh bien, quand on va faire l'étude, on va rater quelque chose. Donc, c'est pour ça que cet écosystème, si tu veux, autour du produit, c'est une préétude très importante. D'accord. Je voudrais rentrer dans la technique, mais un petit peu avant, comment est-ce que tu positionnes IDML par rapport à un cabinet de conseil en marketing ou en stratégie? On va dire que pour moi, la différence essentielle, c'est que éventuellement, ce qu'on va demander à la fondation est susceptible de ressortir sous la forme d'une publication universitaire, ou en tout cas comment dire, d'un substrat universitaire, si tu veux. Et que, d'une certaine manière, on n'a pas d'intérêt à apporter une réponse marketing pure. En fait, si tu veux, on est plutôt dans… C'est pas tant que le mot marketing me gêne, mais l'idée, c'est de donner un véritable éclairage franc et cru sur le produit. Et après, une fois que cet éclairage a été fait, c'est au service marketing de s'en emparer. Je dirais qu'à la limite, si tu veux, même sur un produit mal fait, un très bon service marketing peut arriver à le vendre. Nous, on est juste là pour éclairer le produit et laisser ensuite la main au service marketing. D'accord. En fait, vous fournissez les éléments pour le service marketing. D'une certaine manière, positif ou négatif, on éclaire de manière crue. D'accord. Autre question que j'ai, quand moi j'ai découvert les Living Labs, j'ai eu l'image au tout début de lieux physiques, c'est-à-dire en fait d'appartements reconstruits, etc. Est-ce qu'il y a un appartement reconstruit à Nîmes dans la fondation? Parce que vous ne faites pas ça, vous allez aussi sur le terrain, mais est-ce qu'il y a aussi un appartement? Explique un petit peu les deux différences, parce que pour moi, Living Lab, au tout début, c'était un appartement dans lequel les personnes âgées venaient se déplacer et venaient tester des produits. Alors, c'est exactement ce que l'on a à I2ML.
C'est-à-dire D'accord. qu'I2ML, quand ça a été construit en 2010, la fondation elle-même, ce type de laboratoire du vivant a été mis en place. Toutefois, si tu veux, il y a trois limites à ce genre d'endroit. C'est que déjà, par essence, si tu veux venir dans ce Living Lab, il faut venir à Nîmes. Alors, ce n'est pas vraiment au client à se déplacer. La deuxième chose, c'est que du coup, ça tronque le milieu de vie réel. Oui, parce que le Parce lieu que, est inconnu. Le lieu est parce que le inconnu. lieu est Bien inconnu et sûr. que du coup, on met les gens dans un laboratoire, ce n'est pas la même chose que chez eux. Mm. Et la troisième chose, c'est que même dans une stratégie économique, ça a peu de sens. Parce qu'en général, quand tu es une grosse boîte, tu as déjà ton lab, donc tu n'as pas besoin de venir à Nîmes en chercher un. Et quand tu es par contre un jeune porteur de projet, tu n'as pas forcément l'argent pour te payer l'utilisation d'un Living Lab hyper technologique. Or, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que tout ce qui est présent dans un Living Lab, les caméras, les micros, les capteurs intelligents de sol, tout ça, ça se démonte et tout ça, si tu veux, ça se remonte. Donc, du coup, nous, notre stratégie, c'est plutôt aujourd'hui d'avoir ce Living Lab et les méthodologies qui sont employées dedans, mais sous forme, en fait, complètement volatile. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir monter ce Living Lab un coup dans les rues de Toulouse, un coup à D'accord. Rennes, un D'accord. coup à Lille, un coup à Strasbourg. D'accord. Il y a beaucoup, ou au fin fond des vallées, Savenol, ou au bord de mer. C'est D'accord. là où sont les seniors, si tu veux. Donc, qu'on comprenne bien, dans ce cas-là, vous venez avec les caméras, les capteurs, j'imagine, ils enregistrent les micros, etc. Et c'est que ce matériel-là que vous emmenez. Vous n'emmenez pas tous Non, les placards, les meubles de Living Lab. non, non, on n'emmène pas les murs, mais c'est vrai que si tu veux, aujourd'hui, on aimerait trouver un partenaire pour créer en fait un lab mobile. Dans un camion. Aujourd'hui, ça manque. Ouais, Parce dans que un par camion. exemple, les Fab Labs ont une autre mission. Ou alors, il va y avoir des trucks comme ceux de l'excellent Jean-Philippe Arnoux qui vont être des camions qui montrent le possible. Mais des endroits dans lesquels on peut faire travailler les gens et dans lesquels tout le matériel est présent pour pouvoir être monté, à aujourd'hui, ça n'existe pas. Et le problème en France, c'est que quand tu as un appel à projet qui est très ciblé, il suffit de varier d'une virgule pour ne pas Oui, faire partie de l'appel à projet. Donc, bien sûr. c'est Oui. compliqué. D'accord, d'accord. Euh, Si j'ai un projet, par exemple, j'ai un ordinateur, un nouvel ordinateur ou une nouvelle tablette, et que je veux le faire tester à domicile auprès de 150 personnes. Donc, est-ce que je peux vous fournir les 150 tablettes? Et est-ce que vous allez trouver les personnes âgées pour faire ce pilote en question et suivre le pilote? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va effectivement prendre les produits, on va trouver les partenaires qui sont capables de mettre enfin, il y a tout un processus, hein. Si tu veux, on a un gros réseau en général de services à la personne ou d'associations ou de clubs qui font qu'on peut aller directement s'adresser aux seniors en cherchant le nombre de personnes qui sont d'accord. Et on peut à ce moment-là mettre en place, tester, évaluer et voir les résultats. Et donc, la particularité aussi du laboratoire, c'est que tu vas avoir des résultats en termes d'efficacité sur l'objet que tu souhaitais évaluer, par exemple le gain en santé, le gain cognitif, etc. Mais tu vas avoir tout un suivi sur l'évolution de la qualité de vie de la personne âgée pendant ce temps. D'accord. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir si sa vie elle-même, ses relations sociales, son rapport au monde, son optimisme vont pouvoir être boostés par le produit. Et ça, D'accord. aujourd'hui, c'est souvent une clé. On D'accord. va s'apercevoir que des produits qui, et je pense à un que je ne citerai pas, mais qui est un produit qui, par exemple, a peu de résultats sur ce qu'il espérait, par exemple en amélioration cognitive, a eu un effet de boost sur la vie sociale des personnes qui l'ont utilisé et D'accord. leur désir, par exemple, de continuer à utiliser la solution de manière ludique en dehors des groupes qui étaient formés. D'accord. Donc, Et un là, bénéfice finalement, secondaire ou un autre bénéfice, quoi. un autre bénéfice qui, du coup, est bien plus intéressant que le bénéfice de départ escompté. D'accord. Donc, après, c'est au financeur, en l'occurrence celui qui veut acheter le produit ou bien au porteur, de voir s'il modifie son produit. Parce que le produit a peu d'efficacité, il n'est pas négatif, c'est ce qui est important, mais il a peu d'efficacité sur le rendu.
Par contre, c'est un véritable accélérateur de vie sociale. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on cherche en premier, d'une certaine manière, à avoir. On sait très bien que la personne, aujourd'hui, ce qui la diminue dans son quotidien, c'est l'isolement et c'est la perte de son réseau social, hein. C'est D'accord. essentiellement ça. Pour qu'on se rende compte du délai, les délais. Tout à l'heure, tu as dit 1 an, donc effectivement, je veux dire, certains, c'est pourtant 1 an, et chez l'entreprise, on se dit, oh là, mais c'est trop long. Si moi, je te fournis mes 150 tablettes pour les tester, enfin, bon, après, tu vas me dire, ça dépend de ce que je veux que tu testes, mais c'est des projets qui vont durer combien de mois? Combien de temps vous mettez pour installer les tablettes sur les 150 personnes? Et en tout, est-ce que tu peux un peu décrire et un petit peu expliquer à ceux qui nous écoutent combien de temps le projet va durer pour faire un pilote de 150 unités? Ben, par exemple, typiquement, sur un projet comme ça, on sera autour de 3 mois, entre 3 et 6 mois. D'accord, En d'accord, fait, là, le problème, c'est que tous les temps ont été bien évidemment ralentis du fait du Covid. bien sûr, Mais par exemple, l'étude dont je te parlais là juste avant sur un outil d'amélioration cognitive, il aura duré 3 mois. Il d'accord, aura duré 3 mois avec, pareil, à peu près 150 à 200 participants qui étaient là sur des EHPAD. d'accord. Donc, si tu vois, après, voilà, ça va être la moyenne, on va dire, c'est entre trois et 6 mois. Ça dépend de l'envergure. Mais ça peut aller après sur un peu, si tu veux juste, par exemple, un rapport d'étonnement d'un petit groupe de personnes, de 10 à 20 personnes, ça peut aller très vite. Ça peut aller sur 3 semaines, 3 semaines, un mois. D'accord, d'accord. Autre question que certains vont se poser, c'est au niveau géographique. Donc là, tu es basé à Nîmes, IDML est basé à Nîmes. Première question, est-ce qu'une entreprise qui est en dehors de la région, qui est à Quimper par exemple, ou à Brest, est-ce qu'elle peut venir travailler et vous faire travailler? Enfin, en plus, bah, si, je le dis, si l'entreprise est bretonne, elle est plus que bienvenue, D'accord, surtout si on doit aller en Bretagne. Il y a des régions comme ça qu'on d'accord, affectionne. Mais d'accord, oui, aujourd'hui, I2ML, c'est principalement à Nîmes et secondairement à Toulouse, sur laquelle nous avons une antenne. Très souvent, c'est Paris. Et puis après, pour te donner une idée sur les lieux d'intervention, on est allé dans l'Aisne, on est allé en Normandie, on est intervenu et on va intervenir là sur des projets dans le Grand Est à Strasbourg, en PACA, enfin en Sud. Voilà, on intervient partout sur le territoire français. On est même intervenu en Belgique. d'accord. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de contraintes géographiques à faire intervenir la Fondation. Voilà, puis il y a pas il y a pas l'obligation, il y a certains, bon, c'est pas forcément des Living Lab, mais certains, on va dire clusters ou autres, vont te forcer à habiter dans la région concernée, enfin, là où ils sont, parce que les financements pour financer le gérontopole ou alors le cluster sont régionaux. Non, là, non, la vocation de la fondation, elle est à minima nationale. Donc, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Au D'accord. contraire. Est-ce que tu peux dire les secteurs dans lesquels vous êtes fort, en fait, vous avez le plus travaillé? Quel type de secteur? Euh, on- Franchement, on a beaucoup travaillé avec des produits qui sont autour de l'EHPAD et du maintien à domicile. D'accord, Ça, aujourd'hui, c'est vraiment les deux cœurs d'expertise, ce qui permet de garder les personnes chez elles. Tout ce qui va être autour de l'EHPAD, de nouvelles technologies, téléconsultation, télétransmission. On a une vraie expertise aussi sur comment faire passer les messages auprès des seniors. C'est-à-dire qu'on a repris des lettres, on a repris des courriels, on a repris comment dire, des slogans auprès des seniors pour mieux toucher la cible. En travaillant d'accord, avec eux pour savoir ce qu'ils veulent trouver dedans. La nutrition, c'est un gros volet. Après, je t'ai dit, tout ce qui est domotique, nouvelles technologies. Et puis, vraiment, la qualité de vie de la personne âgée. d'accord, Comment aujourd'hui la qualité de vie est impactée. Ce sont vraiment nos cœurs d'expertise. d'accord. Concernant les EHPAD, imaginons par exemple, d'ailleurs ce que des groupes d'EHPAD recherchent, et ça peut lancer une idée, c'est-à-dire en fait la reconnaissance vocale, enfin je baptise, les salariés dans les EHPAD ont tendance à faire beaucoup de paperasse, remplir pas mal de documents, et donc certains EHPAD demanderaient à ce que la personne rentre dans la chambre de la prison numéro 1, elle dirait avec un micro chambre numéro 1, tac, et la fiche automatiquement sur sa tablette de la chambre numéro 1 s'ouvre en fait, et qu'elle puisse par le vocal faire la saisie qu'elle faisait auparavant. Si moi j'ai un projet comme ça, tu vas m'accompagner dans les EHPAD, donc tu vas installer ce logiciel, donc tu vas me trouver un EHPAD qui va jouer le jeu, j'imagine. Oui. Ensuite, tu vas
allez l'installer, vous allez l'installer, faire travailler, peut-être pas avec le Covid, mais après le Covid, faire travailler les salariés dessus, pour après avoir le recul. Est-ce que les bénéfices sont intéressants? Est-ce que les salariés l'étudient? Comment ça va se passer? Alors en fait, on va à minima ne pas prendre un EHPAD, mais deux. D'accord, C'est-à-dire qu'à minima, on va étudier un EHPAD qui aura ta solution et un EHPAD miroir qui ne l'aura pas. d'accord. Ensuite, on va effectivement travailler avec les équipes. Donc, on va voir avec les équipes de la solution 1 si le fait de parler va améliorer leur pratique versus les équipes de l'EHPAD 2 qui, elles, continuent à travailler classiquement. C'est bon. Et ce qu'on va intégrer aussi, c'est quel est le ressenti de l'entourage, et en particulier des personnes âgées. Qu'est-ce que ça fait de voir quelqu'un rentrer dans ta chambre et se mettre à crier chambre 17, Madame Roux, pas de température, etc. Est-ce que la personne âgée a vraiment envie Et à côté, on entendrait, d'accord, je sais. Eh oui, mais tout ça, c'est subtil, mais ça fait vraiment partie du schéma, si tu veux. Et du coup, là, pour le coup, une solution vocale, elle va pas. C'est un peu comme les exosquelettes. On ne peut pas travailler là-dessus que sur le salarié. Bien sûr, ça peut améliorer le salarié, mais qu'est-ce que ça fait à la personne âgée de voir rentrer quelqu'un dans sa chambre qui est harnaché, tu vois? Donc, avoir quelqu'un qui arrive et qui est un peu tonitruant et qui commence à crier pas de sel aujourd'hui, urine, qui sente mauvais, ou alors quelqu'un qui serait pas fin et qui dirait diarrhée partout, tu vois. On ne sait pas si la personne, on peut l'écrire éventuellement. Est-ce que la personne a envie de l'entendre? Donc, la subtilité de l'étude d'usage, c'est ça. D'accord. C'est de voir l'écosystème. Mais bien évidemment, dedans, en partenaire, il y aura l'éditeur de logiciels, il y aura les capteurs, il y aura… voilà. La subtilité, c'est d'arriver à avoir toute la chaîne technologique, l'EHPAD miroir, pour voir si les conditions, du coup, changent quelque chose sur deux groupes avec un groupe contrôle, et puis l'entourage, l'écosystème. Moi, en t'écoutant, le Living Lab, je résumerais comme ça, il essaye de rendre cohérent produit et usage. C'est ça, le Living Lab, c'est un couteau suisse intelligent qui arrive effectivement à rendre cohérent l'outil et l'usage. Avec une particularité formidable, c'est que il travaille avec les usagers et pas, il n'attend pas le retour des usagers. Il travaille avec eux dès l'amont. D'accord. Un mot de conclusion? Beaucoup de gens parlent d'usage. Un panel, c'est pas de l'usage. 4 seniors qui peuvent décerner un label, c'est pas un usage. L'usage, c'est un véritable travail. Et aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'usage, mais on est très peu à en faire vraiment scientifiquement et avec, comment dire, avec rigueur. Oui. Donc, je pense que l'idée, c'est plutôt ça, ce serait de dire, si vous avez besoin d'avoir recours à l'usage, renseignez-vous sur le niveau de qualification des personnes qui vont mener l'enquête d'usage, sur leur cursus et sur les… Voilà. L'usage, c'est un véritable métier. Super. Belle conclusion. Merci Jean-Marc. Jean-Marc Blanc, je rappelle que tu es directeur de la Fondation I2ML. Merci. Avec plaisir.